Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci aux intervenants de m'avoir invité pour présenter mon propos aujourd'hui. Merci en particulier à Eva. Alors, mon intervention, mon propos va se situer exactement dans la continuité de Oussama Hassan, puisque je vais donner de la chair et permettre d'incarner un peu l'idéologie qu'il vient de présenter en revenant sur un petit public, une minorité au sein de l'islam en France, mais qui a focalisé l'attention du grand public et des médias dans les dernières années. Je veux bien sûr parler des djihadistes, puisque je vais parler et présenter les principales conclusions du livre que nous avons écrit, Hakim El-Karoui et moi, il est présent à mes côtés aujourd'hui, Les militants du djihad, portrait d'une génération, publié l'année passée chez Fayard et issu d'une recherche de longue haleine permise par l'Institut Montaigne. Alors que se tiennent en ce moment même à Paris le procès des attentats du 13 novembre, on s'apprête à commémorer dans les prochaines semaines les 10 ans des attentats commis par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. 10 ans, ça fait assez long dans l'histoire du djihadisme, puisque ces attentats ont ouvert à la fois une vague d'attentats, mais aussi une vague de départ vers la Syrie et l'Irak d'un certain nombre de djihadistes français. Donc ça nous laisse quand même un certain recul pour nous permettre d'étudier, d'analyser le profil des personnes qui sont parties pour en tirer des leçons, pourquoi pas à l'avenir, puisque si cette phase de départ et d'attentats, c'est plus ou moins terminé il y a quelques mois, quelques années à présent, cela ne signifie pas, bien entendu, que le djihadisme s'est éteint et ne renaîtra pas de ses cendres dans les prochaines années. Alors nous avons voulu, dans cette étude, étudier les djihadistes comme des militants, comme les militants d'une idéologie, les acteurs d'une idéologie, ceux qui l'incarnent, ceux qui la font agir, et cette idéologie, c'est bien évidemment le djihadisme. Nous sommes partis des djihadistes eux-mêmes, des femmes et des hommes, pour étudier leurs parcours sociaux, idéologiques et militants. Une de nos approches fondamentales, qui je pense fait l'originalité de notre travail, c'est la volonté de ne pas se focaliser sur la violence et sur le terrorisme lui-même, mais considérer les djihadistes dans leur ensemble comme des militants d'une idéologie qui peuvent adhérer à la violence, qui peuvent la commettre, mais qui ne la commettent pas forcément. Prenons le cas des femmes, les femmes djihadistes approuvent l'usage de la violence, mais ne sont pas des terroristes elles-mêmes. Donc nous n'avons pas étudié les personnes nous les avons intégrées à notre étude, mais nous ne nous sommes pas concentrés sur les terroristes eux-mêmes, mais sur l'ensemble des djihadistes. Avec une conviction qui est qu'il faut prendre ces militants au sérieux. Aussi fou ou terrible que leur projet puisse nous paraître, ces femmes et ces hommes sont convaincus ou ont été convaincus par l'idéologie en laquelle ils ont cru, au point d'y consacrer leur vie et de faire rupture dans leur existence, soit en commettant des attentats pour certains ou en voulant en commettre, et pour la plupart en quittant le sol français pour faire rupture dans leur existence et se consacrer à une foi et à un projet politique qui était celui du califat. Donc ils ont pu être attirés par la perspective de combattre et par le projet de société et d'État proposé par l'État islamique ou proposé par Al-Qaïda, plus généralement proposé par le salafo-djihadisme, puisque c'est bien de cette idéologie que l'on parle. Je ne reviendrai pas sur les fondements de cette idéologie, je pense que ça a été très bien présenté par l'intervenant précédent. Donc se focaliser sur ces personnes qui ont été la chair de cette idéologie et parfois la chair à canon de cette idéologie. En partant de la définition de djihadiste que je viens de donner, on arrive à un ensemble de populations qui représentent environ 2500 personnes dans le cas français. Donc ceux qui ont commis ou voulu commettre des attentats, ceux qui sont partis ou ont voulu partir. Nous avons réussi sur ces 2500 à en identifier 700 pour la France, et si on regarde toute l'échelle européenne, mais aujourd'hui je me focaliserai sur la France, à en identifier 1400 en tout. Donc aujourd'hui seulement 700 issus de la France. Les sources que nous avons utilisées pour cette étude sont principalement des sources ouvertes, car par exemple la presse est extrêmement prolixe sur le parcours de ces individus, ainsi que des sources fermées comme des sources juridiques ou des sources pénitentiaires. À partir de là, nous avons essayé de dresser un portrait général sur différents aspects, de la sociologie aux aspects plus militants. Alors aujourd'hui, je ne reviendrai pas trop sur les aspects sociologiques, si ce n'est pour dire qu'ils confirment globalement l'image que l'on a en général des djihadistes. Il y a une certaine homogénéité dans le recrutement sociologique de ces djihadistes, majoritairement des hommes à 80%, des hommes jeunes qui se sont engagés pour plus de la moitié d'entre eux au début de la vingtaine, qui viennent pour beaucoup
de quartiers populaires, de quartiers pauvres, avec tout un passé, des conditions socio-économiques souvent difficiles, qu'il ne faut cependant pas exagérer, avec comme principale caractéristique le fait qu'ils ont la nationalité française dans plus de 90% des cas, mais pour 75% d'entre eux sont d'origine étrangère, et plus particulièrement maghrébine. Dans 75% des cas, ça laisse tout de même un quart qui n'a pas d'origine immigrée, soit eux-mêmes, soit par leurs parents, et qui, dans la plupart des cas, sont des convertis. Donc ça laisse quand même une très forte proportion de convertis. La question qui nous a plus particulièrement intéressés était celle de la conviction idéologique, de la profondeur de cette conviction idéologique. Pour cela, on a essayé de reconstituer le parcours idéologique de ces femmes et de ces hommes en partant du débat qui désormais est bien connu, qui est installé dans les médias et dans l'opinion publique, sur les motivations de l'engagement dans le djihad, en particulier la question de la profondeur et de l'ancienneté de leurs convictions. Alors, il ne s'agit bien sûr pas d'apporter des réponses définitives à ce grand débat, mais simplement de tirer quelques constats à partir des exemples détaillés que nous avons pu étudier. D'un point de vue idéologique et religieux, on constate plusieurs phénomènes simultanés qui sont donc simultanés, qui peuvent être constatés, mais qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, on peut lire une importance fondamentale chez ces individus pour les textes, pour la lecture des textes et l'adhésion forte à une doctrine littéraliste. Donc une importance très forte pour les textes, pour le Coran, pour la Sunna. Un ensemble de connaissances, plus ou moins bien maîtrisées, mais de connaissances générales sur l'idéologie, avec des références médiévales, des théologiens contemporains, un corpus général qui est lu par un certain nombre d'entre eux, des textes salafistes souvent anciens et des théoriciens du djihadisme un peu plus récents. On constate également, pour beaucoup d'entre eux, l'importance d'un mode de pensée exigeant, qui a sa propre logique. Une exigence dans la pensée, une exigence dans la pratique de tous les jours, avec une forte orthodoxie, une forte orthopraxie et un ordre moral très important. Bref, en général une théologie à part entière, la théologie salafo-djihadiste, qui est centrée sur quelques concepts évoqués tout à l'heure par Oussama Hassan, et qui font que sur bien des aspects, au quotidien, quand on enlève l'élément lié à la violence, au quotidien, ce que pratiquent les djihadistes, c'est du salafisme assez simple. Prenons l'exemple des femmes djihadistes. Il n'y a pas de grande différence entre une femme djihadiste et une femme salafiste pour le point de vue du quotidien. Il y a l'acceptation de la violence, mais le quotidien, le sort qui lui est réservé, est accepté dans la plupart des cas, est relativement similaire, que ce soit le salafisme ou le djihadisme. Donc, ça c'est le premier point. Il y a un contenu intellectuel, une densité qu'on ne peut retirer au djihadisme et qui invite à le prendre au sérieux. Et puis de l'autre côté, dans un certain nombre de cas, on constate une faible maîtrise des concepts, de la connaissance de l'arabe, de la maîtrise de l'arabe, de la lecture du Coran, chez ces femmes et chez ces hommes, des concepts qui semblent parfois les dépasser, une adhésion assez mécanique à l'idéologie, donc des mots, des phrases qui simplifient la foi, qui simplifient la pratique, mais qui offrent un cadre à un ensemble de profils qui parfois sont assez instables. Pour les hommes, ça peut être de la petite criminalité. Pour les femmes, ce qui revient souvent dans les témoignages, c'est un passé lié à des agressions sexuelles qu'elles peuvent avoir subies. Donc une mécanicité de l'idéologie qui peut fournir un cadre et qui apparaît quelque peu plaqué sur des parcours un peu plus compliqués. D'où parfois le constat, relayé très fréquemment dans la presse, de radicalisation très rapide, notamment chez les terroristes, de conversion express, de jeunes filles qui se radicalisent sur Internet et qui se marient sur Skype avant de partir en Syrie ou en Irak, et globalement l'impression d'une certaine superficialité pour certains de l'idéologie qui serait liée à la propagande plutôt qu'à l'idéologie elle-même. C'est-à-dire que la propagande, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux, les aurait poussés assez rapidement à s'engager dans l'idéologie. Donc, on a à la fois, dans les 700 profils français qu'on a pu étudier, ces deux aspects, à la fois pour certains une profonde adhésion idéologique et pour d'autres quelque chose qui apparaît un peu plus superficiel. Et en fait, cet aspect double du rapport à la foi et à l'idéologie n'est pas du tout contradictoire, c'est tout à fait complémentaire. Et c'est ce qui nous a assez surpris dans les recherches que l'on a pu mener, dans les conclusions que nous avons trouvées. Cela pour deux raisons.
La première raison, à notre sens, tient au paysage religieux musulman aujourd'hui en France. Donc ici, il faut dézoomer pour présenter ce qu'est la religion musulmane, pour les jeunes aujourd'hui en France, en prenant du recul. Ce qu'on constate, c'est un retour vers le religieux chez les jeunes générations, beaucoup plus religieuses d'abord que les personnes qui ne sont pas musulmanes, y compris qui peuvent appartenir à d'autres religions, beaucoup plus religieuses aussi souvent que leurs aînés, notamment leurs parents. Un retour vers le religieux qui est facilité notamment par Internet, grande terre de prédication. Ce retour vers le religieux ne correspond pas exactement à une réislamisation, comme on a pu l'entendre, mais à une néo-islamisation. Parce que la religion vers laquelle ils retournent n'est pas tout à fait la religion de leurs parents, n'est pas l'islam traditionnel de leurs parents, mais plutôt une nouvelle forme de religion, ici salafo-djihadisme ou même salafisme. Donc une adhésion à de nouveaux courants religieux, ou en tout cas à des normes qui peuvent être émises par ces courants religieux. C'est-à-dire que ces jeunes musulmans, pas tous bien sûr, on ne parle pas ici de la majorité, mais peuvent être attirés non pas par le courant lui-même, mais par les normes qui sont proposées par ce courant. Et donc on peut très bien ne pas être salafiste, mais être influencé par les normes salafistes, par exemple. Ce constat correspond très bien, et Eva l'a évoqué en introduction, à ce que Olivier Roy appelle un islam sans culture, ou dans un ouvrage qu'il a écrit en 2008, une sainte ignorance, c'est-à-dire un islam hors sol, détaché de sa culture d'origine, donc une religion détachée de sa culture d'origine, ce que l'on comprend bien en regardant le cas des convertis, puisque les convertis représentent une infime minorité parmi les musulmans en France. Par contre, quand on regarde les salafistes, on peut estimer qu'environ un tiers des salafistes sont des convertis. Donc on est bien dans le cadre d'une religion sans culture. Et ce qui est intéressant pour faire le lien entre salafisme et djihadisme, sans aller jusqu'à dire qu'il y a un continuum absolu entre les deux, c'est que chez les djihadistes aussi, on est à peu près à un tiers de convertis. Donc on est sur une similarité du phénomène. La deuxième raison qui fait que ces deux aspects, ces deux appréhensions de la religion et de l'idéologie, à la fois superficielles et profondes, c'est qu'il y a deux grands parcours que nous avons réussi à identifier, deux grands parcours idéologiques qui ont pu mener au djihadisme et qui sont complémentaires. Donc pour cela, on a essayé d'identifier un certain nombre de critères et un certain nombre de dates pour nous permettre de reconstituer ces parcours. On s'est demandé quel âge avaient les djihadistes, quel était l'âge qu'ils avaient et la date de leur engagement dans l'islam, leur conversion ou leur reconversion, leur date d'engagement dans le djihadisme et leur date de départ ou de passage à l'acte. De départ en Syrie ou de passage à l'acte dans le cadre d'un attentat. Donc, dans une volonté de penser le processus, que l'on nomme parfois radicalisation, en prenant en compte plusieurs faits. D'abord le fait que ce processus n'était pas forcément linéaire, n'était pas forcément régulier, que dans le cas de ceux que nous avons étudiés, il débouchait sur un engagement djihadiste, mais que ce n'était pas forcément le cas de l'ensemble des personnes qui ont pu suivre une partie de ce parcours. Ensuite, volonté de penser les ruptures, puisque donc il y a un tiers de convertis, mais il y a aussi une majorité parmi les personnes qui sont d'origine musulmane par leurs parents de ce qu'on appelle des reconversions, en anglais des born again, des personnes qui à un moment ou un autre ont pu s'éloigner de la religion et sont revenues très rapidement de façon express à la religion, donc avec une radicalisation express. Donc nous sommes partis sur un ensemble d'indices pour identifier ces parcours, les comportements, les propos, les apparences, les lieux fréquentés, les pays qu'ils ont pu visiter, par exemple dans le cadre d'une hijra familiale en Arabie Saoudite ou en Égypte, les réseaux fréquentés, les personnes qui ont pu dire est-ce qu'ils ont pu adhérer à un courant, le salafisme, ou avant, les frères musulmans pour un nombre très très faible d'entre eux, ou est-ce qu'ils sont passés directement au djihadisme avec un changement quasiment du jour au lendemain dans leur comportement. Et à partir de là, on a identifié donc deux grands parcours. D'abord, ce qu'on a appelé des djihadistes passés d'abord par un sas islamiste ou un sas salafiste, des personnes engagées depuis très longtemps dans la religion, en général dans le salafisme, avant de basculer dans le djihadisme. À une époque souvent lointaine, qui fait qu'il était parfois difficile de distinguer ce qui relevait du salafisme ou ce qui relevait du djihadisme. Mais ce qui était sûr, c'est que l'engagement était bien plus ancien que le départ en Syrie ou que l'engagement dans un attentat. Ces personnes se caractérisent par une très bonne connaissance idéologique. Ça fait des années qu'ils se consacrent à la religion, à l'apprentissage de l'arabe, à l'apprentissage du Coran. Ils ont une très bonne connaissance des références que nous avons pu évoquer tout à l'heure. Ils sont parfois très intelligents
Et il y a un certain nombre de figures très importantes, bien connues, françaises, du djihadisme, qui font partie de cette catégorie. Ce sont souvent eux qui sont partis en premier en Syrie. Ce sont eux qui ont engagé le djihadisme français en Syrie et en Irak. Et ils ont, en quelque sorte, entraîné les autres et formé le djihadisme français en Syrie. Et puis les autres sont plutôt des tarvenus, ce qu'on a appelé les djihadistes express, plutôt engagés après 2014 directement dans le djihadisme, donc sans passage par un sas islamiste ou salafiste, attirés d'abord par ceux qui étaient déjà partis, ensuite par la proclamation de l'État islamique, dans une forme d'émulation. Ce sont des personnes plus jeunes, moins formés, avec un moindre bagage de diplôme notamment, qui paraissent un peu plus influençables. Alors ça ne veut pas dire qu'ils le sont forcément, mais en tout cas qui ont une moindre profondeur idéologique, d'où une rupture plus forte. Alors ça ne veut pas dire que par la suite ils n'ont pas pu approfondir l'aspect idéologique de leur foi et de leur engagement dans l'idéologie. Et à ce titre, il faut considérer malheureusement que le djihadiste est une forme d'école de vie, puisqu'on a au départ des personnes qui n'ont pas beaucoup de diplômes, qui n'ont pas beaucoup de cadre intellectuel et qui finissent par acquérir un cadre intellectuel dans le cadre du djihadisme. Un cadre intellectuel et militant qui est structurant. Toutefois, il ne faut pas réfléchir en termes de lavage de cerveau ou en termes d'embrigadement, puisque ce recrutement est volontaire. Il faut bien parler ici de recrutement ou d'engagement volontaire. La distinction entre les deux profils que je viens de faire nous invite à penser les dynamiques du djihadisme et notamment l'importance des relations humaines, puisque comme je l'ai déjà évoqué, en général c'est la première catégorie qui a contribué à recruter la seconde catégorie. C'est pourquoi nous avons avant tout cherché à comprendre, c'est à la fin de notre livre, c'est la dernière partie, comment l'idéologie était venue à eux, comment ils ont accédé à l'idéologie et plutôt comment elle est venue à eux. Alors on a beaucoup parlé de la propagande en ligne, elle a un rôle, mais il ne faut pas résumer tout l'engagement dans le djihadisme à la propagande en ligne. Elle est essentielle, mais il ne faut pas surestimer sa puissance. On ne parle pas de discours qui sont performatifs et qui vous engagent dans le djihadisme à partir du moment où vous l'avez regardé. Et il ne faut pas penser la seule propagande. L'importance sur Internet, c'est d'abord d'avoir permis la connexion entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées auparavant, entre des recruteurs et des recrues, avec un rôle essentiel des recruteurs. Et ce rôle essentiel des recruteurs, il vaut pour Internet, il vaut d'abord et avant tout pour les quartiers, pour le concret, pour la vie de tous les jours, sur le terrain. C'est quelque chose qui a parfois été un peu trop oublié, mais le djihadisme français, il n'est pas né sur Internet, il est né d'en bas, à partir de certaines communes, de certains quartiers, très peu nombreux. Nous les avons référencés à partir des lieux d'habitation, des lieux de départ des djihadistes que nous avons étudiés. On parle ici de quelques départements, d'une quarantaine de communes, d'une quarantaine de quartiers qui sont bien connus des services de renseignement et qui ont une histoire du salafisme, de l'islamisme en général et du djihadisme. Ces quartiers se distinguent par une grande pauvreté, on parle ici de quartiers pauvres, de quartiers de la politique de la ville, et des quartiers qui sont des terrains de prédication depuis plusieurs décennies pour différents mouvements, le tablir, les frères musulmans, puis le salafisme, et le djihadisme vient se surimposer à tout ça avec l'action fondamentale de certaines personnes, des recruteurs qui sont des entrepreneurs djihadistes et qui consacrent leur vie à ce recrutement. Il faut comprendre que le djihadisme est d'abord et avant tout un réseau. Nous avons essayé de reconstituer les liens qui pouvaient unir les différents djihadistes entre eux et on constate qu'en fait il n'y a personne qui sort du réseau. Si on prend le réseau francilien avec les différentes communes dans les différents départements, on obtient un réseau extrêmement dense avec personne ou quasiment personne qui soit à l'extérieur de ce réseau. Les djihadistes se connaissaient quasiment tous les uns les autres, plus particulièrement les recruteurs qui, eux, se connaissent de longue date et forment autour d'eux des cellules qui sont connectées les unes avec les autres grâce aux liens entre les recruteurs. Pour conclure, j'inviterai à penser la fluidité du djihadisme, qui je l'espère, a pu percer dans mon propos aujourd'hui. Ce qui est étonnant avec le djihadisme, c'est que c'est une idéologie, comme le salafisme, qui prétend à l'immuable, au retour au passé, à l'intégralité, à l'intégrisme, au littéralisme, et qui en vérité n'est pas figée et peut-être une des idéologies qui aujourd'hui évolue le plus rapidement, notamment grâce à l'action de ces différents acteurs, particulièrement en France, territoire où son expansion est particulièrement contrainte par le droit, par les services de renseignement et où il doit s'adapter. Ses moyens, ses fins, mais également sa nature
peuvent se modifier sous le coup de l'actualité, sous le coup par exemple de la défaite de l'État islamique, défaite provisoire en Irak et en Syrie. Rétrospectivement, quand on regarde l'histoire courte du djihadisme français, on constate qu'il a déjà beaucoup évolué. En retraçant le parcours des acteurs djihadistes que nous avons évoqués, nous avons pu identifier, par exemple, à la fin des années 2000, une phase de montée en puissance du djihadisme parallèle à celle du salafisme. Les frontières alors n'étaient pas très nettes. Un engagement croissant d'un nombre croissant d'acteurs, les plus anciens, la première catégorie qu'on a évoquée, et l'apparition de ce qu'on a pu nommer un salafisme agressif, avec de plus en plus de provocations à l'égard du reste de la société, de ruptures à l'égard du reste de la société, pensées dans le contexte français. Au début de l'année 2012, et je reviens à ce par quoi j'avais commencé mon propos, on a vu un début de transformation de ce salafisme agressif vers quelque chose de plus en plus violent, dont à notre sens, les attentats de Mohamed Merah ont été précurseurs, ont été un signe. Cependant, ce qui aurait pu devenir une vague de terrorisme très importante en France a été d'une certaine façon détourné par l'Irak et la Syrie, par l'actualité moyen-orientale à partir de 2012. Et ceux qui s'étaient structurés en réseau à la fin des années 2000, au début des années 2010, au lieu de s'engager en France, se sont engagés en Syrie et en Irak, ont été déviés par ce nouveau foyer djihadiste au Moyen-Orient. Donc la charge de violence qui aurait pu toucher encore plus durement le sol français que ce qui a véritablement été, malgré les 300 morts depuis 2012 du fait du terrorisme djihadiste, a été déviée par l'appel d'air du califat. Cet appel d'air s'est terminé depuis environ 2017-2018 avec la chute du califat et nous sommes à présent dans une phase de reflux au Moyen-Orient comme en Europe. Mais il ne faudrait pas prendre cette phase de reflux comme la fin du djihadisme, c'est seulement la fin d'une séquence telle que le djihadisme, depuis les années 80, on a déjà connu plusieurs. Nous sommes donc dans une phase de repli, une phase de réflexion sur la stratégie à adopter, une phase intermédiaire. Et désolé de finir par ce propos assez sombre, dont j'espère sincèrement qu'il sera démenti, une phase de recomposition et de réflexion sur la stratégie sur les années à venir. Il y a un facteur important à prendre en compte, c'est que la toile djihadiste est plus dense que jamais. La toile des djihadistes français plus dense que ce qu'elle a jamais été, connectée par certains quartiers, par Internet, et désormais par la Syrie, où de nouvelles connexions ont pu se faire, et par les prisons, puisque aujourd'hui, le principal front djihadiste en France, c'est celui qu'on trouve dans les prisons. Avec des personnes intellectualisées qui font partie de la première catégorie quand ils n'ont pas été tués, qui avant faisaient partie de la deuxième catégorie, mais ont intégré la première du fait de leur nouveau bagage intellectuel qu'ils ont pu adopter, des personnes qui réfléchissent à la stratégie à adopter. Faut-il attendre l'ouverture d'un nouveau front qui ne soit pas en France, au Moyen-Orient, au Sahel, plus probablement au Moyen-Orient si cela devait arriver? Faut-il au contraire passer à l'acte en France, dans un contexte français, attaquer des personnes de la communauté juive, attaquer des politiques, des célébrités, des militaires, des policiers, ce qui ne semble pas à l'heure actuelle le plus probable? Ou faut-il adapter les moyens utilisés? Faut-il abaisser la violence, le seuil de violence, pour retourner à ce qui était le cas en 2012, par exemple, un salafisme agressif? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une phase de recomposition, donc aucune certitude, mais il faut s'évertuer à penser ces transformations possibles. Je vous remercie.